Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire Rendez-vous CoPro, où nous allons aborder le rôle du syndic dans un projet de rénovation énergétique avec Monsieur Le Mantec en tant qu'intervenant. Avant de lui passer la parole, je vais très brièvement présenter l'APC ainsi que Coach CoPro, qui est notre outil de travail, mais aussi un centre de ressources pour vous. Ensuite, on pourra aborder toutes les missions du syndic au long d'un projet de rénovation énergétique. Et, et c'est à ce moment-là que je passerai la parole à Monsieur Le Mantec. Pour le format du webinaire, on va dérouler la présentation et on va prendre vos questions et réponses dans l'onglet questions et réponses et non pas dans le chat. Et on essaiera d'y répondre de manière la plus exhaustive possible, plutôt à la fin du webinaire. Également, je vous informe que le support de présentation vous sera transmis à l'issue du webinaire dans les 15 prochains jours. Un petit point technique avant de commencer. Votre webcam n'est pas activée, votre micro n'est pas activé non plus. Pour poser toutes vos questions, c'est dans l'onglet questions et réponses en bas de votre écran. Et également, je vous informe que le webinaire est enregistré. Cela a pour but de le republier sur la chaîne YouTube et de pouvoir le diffuser auprès du grand public. Comme je le disais, cependant, vous n'êtes pas enregistré ni avec votre caméra ni votre microphone et les questions que vous poserez ne s'afficheront pas dans la rediffusion du webinaire. Alors, la présentation de l'Agence parisienne du climat. Qui sommes-nous? Comment on travaille? euh, Comment on peut vous accompagner? L'Agence parisienne du climat, c'est une association qui a été créée il y a maintenant 15 ans, dont l'objectif était en grande partie de mettre en place le plan climat de la ville de Paris, donc à l'échelle du territoire parisien. C'est aussi un espace conseil France Rénov', ce qui veut dire qu'on accompagne également sur l'échelle du logement et de l'appartement. Et on a aussi un accompagnement sur des thématiques de plus en plus variées. On est plutôt identifié, on est bien identifié maintenant sur la rénovation énergétique, mais on aborde aussi des sujets de végétalisation, d'énergie renouvelable, d'adaptation au changement climatique. Donc c'est autant de thématiques sur lesquelles vous pouvez vous appuyer sur les ressources de l'Agence parisienne du climat et nous contacter. Notre principal outil de travail, c'est la plateforme Coach CoPro, sur laquelle on gère notre accompagnement avec vous, sur laquelle il y a aussi beaucoup de ressources pour nous, mais pour vous également, à la fois via le centre de ressources, où vous pourrez trouver plein d'articles sur la rénovation énergétique, mais aussi d'autres sujets que j'évoquais plus tôt. Vous y retrouverez également des exemples de copropriétés rénovées pour vous inspirer de projets qui sont déjà réalisés, ainsi qu'un annuaire avec des professionnels affiliés, notamment pour les travaux et les diagnostics, ainsi que la maîtrise d'œuvre conception. L'idée, c'est d'abord que votre syndic ouvre son dossier sur Coach CoPro. Vous pouvez vous inscrire aussi en parallèle. Et une fois que vous êtes inscrit sur Coach CoPro, un conseiller vous est euh, affilié et vous pouvez commencer l'accompagnement. Comme je vous le disais, Coach CoPro, c'est aussi beaucoup de ressources pour préparer votre projet, pouvoir savoir par où commencer quand on veut réaliser un diagnostic ou se lancer dans un projet de rénovation globale. Vous avez aussi beaucoup d'exemples de résolutions, de manières de communiquer au sein de la copropriété, tout un panel de ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer si les sujets vous intéressent. Le webinaire d'aujourd'hui, il s'inscrit dans le cadre de nos événements qu'on réalise auprès de différents publics. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous copro, donc c'est des rendez-vous qu'on organise une fois par mois sur des thématiques assez variées. On a aussi des rendez-vous pratiques, on a des rendez-vous, des visites de copropriété. Donc tout ça, ça se passe sur l'agenda de l'Agence parisienne du climat, sur laquelle vous pouvez vous inscrire à différents événements. Et tous nos replays de webinaires sont accessibles sur la chaîne YouTube. Les intervenants d'aujourd'hui, donc moi, c'est Lou Tristram, je suis chargée de mission accompagnement des copropriétés sur le secteur du 12e arrondissement, également sur un bout du 11e et un bout du 20e. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Sébastien Le Mantec, gérant du cabinet Sinogest et syndic de copropriété, que je remercie encore vivement d'avoir pu accepter cette invitation. Et merci pour l'invitation aussi.
Avant de vous passer la parole, monsieur le Mantec, je vais revenir très rapidement sur les missions du syndic et un projet de rénovation énergétique pour comprendre un petit peu le contexte de ce webinaire. D'abord, pourquoi rénover et pourquoi rénover de manière globale? Il y a la question des économies d'énergie évidemment, du confort de son logement, mais on constate aussi, que les logements rénovés et les immeubles rénovés ont, globalement tendance à être valorisés lors d'une revente par exemple. Il y a aussi l'argument de la transition écologique et de plus en plus de réglementations qui encadrent, la rénovation énergétique et les contraintes, énergétiques à respecter pour pouvoir louer son logement, par exemple. Quand on s'engage dans une rénovation énergétique globale, c'est un processus, qui n'est pas forcément le même que des rénovations ponctuelles auxquelles vous avez pu peut-être faire face, dans de précédents, heu, précédents moments de votre copropriété. Dans une rénovation énergétique globale, on commence généralement par préparer son projet et faire réaliser un diagnostic. Donc, pour beaucoup de copropriétés, ça se traduit par un DTG, un diagnostic technique global, dont on va vous parler un petit peu tout à l'heure. Une fois qu'on a réalisé ce diagnostic, on va ensuite passer à la conception du projet, où là, on vient choisir un maître d'œuvre, généralement un architecte qui s'associe à un bureau d'études, techniques, ainsi qu'un assistant à maîtrise d'ouvrage qui va notamment, monter tous les dossiers de financement et les demandes de subventions. Une fois que le projet est conçu, on vient voter les travaux avec, un choix des entreprises qui a été fait en amont sur la base de devis réels et on s'assure de la bonne réalisation des travaux pour pouvoir les réceptionner à la fin. Ce qui est important dans tout ce processus, c'est l'intervention du syndic, qui est quand même un acteur assez central dans l'organisation du projet. C'est pour ça aussi qu'on a souhaité organiser ce webinaire, parce que, sans syndic engagé, pardon, c'est difficile de produire un programme de travaux, cohérent. Pour les principales missions du syndic, je pense que je vous apprends rien, mais il y a évidemment toute la partie d'administration des parties communes. On va venir organiser des travaux d'entretien hors, cadre d'une rénovation globale, mais aussi une rénovation globale potentiellement, la gestion des contrats, l'exécution de toutes les décisions d'AG, la gestion financière de la copropriété, l'application du règlement de copropriété et bien sûr, dans le cadre d'une rénovation globale, c'est particulièrement important de se saisir aussi de missions comme la sensibilisation et la communication, l'accompagnement à la prise de décision parce que le conseil syndical, dans ce cadre-là, ainsi que l'ensemble de la copropriété, a beaucoup de décisions à prendre. Donc c'est important d'être accompagné là-dessus. Il faut aussi s'assurer de la coordination de l'ensemble des intervenants parce que, comme on va le voir, c'est une équipe assez conséquente et s'assurer de la réception des travaux et du suivi post-travaux. Monsieur le Mantec, je vous passe la parole pour la suite. Non, merci. Donc, ménager un projet de rénovation énergétique en tant que syndic. Donc, le syndic est vraiment au cœur de l'ensemble du projet, avec le conseil syndical et la copropriété. Donc, ce trium fonctionne ensemble et en symbiose. À côté, vous avez évidemment l'APC qui va venir en soutien, qui va apporter aussi le projet, notamment au niveau des aides, des différents éléments, des contacts avec la mairie potentiellement, quand on pense par exemple au DTG. Dans le projet global, vous avez l'assistance aux maîtrises d'ouvrage, donc l'AMO, donc on distingue bien la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'ouvrage, ça peut être aussi, va aider au subventionnement et conseil technique. On peut aussi avoir des AMO en réception, vous pouvez aussi faire des AMO spécialisés en amiante, en plomb, en différentes caractéristiques techniques. Donc tout cet ensemble correspond au maître d'ouvrage, donc ce sont les donneurs d'ordre. Vous avez ensuite le pôle maîtrise d'œuvre. Le pôle maîtrise d'œuvre, ça va être les architectes, les bureaux d'études qui vont faire les études, les suivis et la responsabilité, qui vont faire la phase étude, le suivi du chantier et qui vont avoir aussi une grande part de responsabilité sur le chantier durant son déroulement, mais aussi après réception. Et de l'autre côté, vous avez aussi donc, le bureau d'études techniques qu'on retrouve de l'autre côté avec le CSPS. Donc le CSPS, lui, qui a pour charge de coordonner les entreprises,
C'est une équipe qui est là si vous avez différentes entreprises qui interviennent sur le même bâtiment. C'est au CSPS, du coup, de s'assurer de leur coordination, du fonctionnement entre les entreprises durant le chantier. Le bureau de contrôle, lui, va contrôler et protège la copropriété. Et bien sûr, vous avez l'éternel dommage ouvrage qui, elle, sert à couvrir. Je rappelle qu'une dommage ouvrage ne sert qu'à couvrir tout ce qui est impropre à la destination de l'immeuble. Donc, une simple fissuration en façade ne permet pas d'activer l'ADO. Il faut vraiment qu'il y ait un sinistre occasionné, par exemple une façade qui sera infiltrante. Là, on peut faire actionner l'ADO. Une étanchéité infiltrante après travaux, on peut faire actionner l'ADO. Tout ce qui est d'ordre esthétique, l'ADO ne le couvre pas. Je rappelle que les dommages ouvrages pour tous les travaux qui sont liés à une décennale sont obligatoires hein, et demandent, donc c'est la loi Spinetta, et demandent obligatoirement la mise en place d'un architecte. Donc le maître d'œuvre est très important et on distingue bien, un maître d'ouvrage n'est pas un maître d'œuvre. On n'a pas les mêmes compétences techniques ni les mêmes connaissances. Et je reviendrai dessus dans la diapo suivante. Donc la chose la plus importante, c'est le conseil syndical qui travaille en symbiose avec le syndic, puisque grâce au conseil syndical, on peut mettre en place un projet. Sans implication du CS, impossible d'avancer sur le projet. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir travailler ensemble sur ce dossier. Donc ensuite, il faut définir l'objectif à atteindre. Donc, qu'est-ce que vous voulez réaliser comme travaux? Est-ce que vous voulez faire une remise en état du bâti? Est-ce que vous voulez faire des travaux d'économie d'énergie? Est-ce que vous voulez améliorer l'existant? Donc ça, c'est vraiment la question à se poser avant de se lancer, et même avant de faire, j'ai envie de dire, le DTG, c'est de se poser avec son conseil syndical et de définir quels sont les objectifs de la copropriété et vers quoi vous voulez tendre. Quels sont les travaux avant de commencer par les financements. Donc, tout d'abord, la première étape, ça va être les diagnostics techniques. Donc, on va avoir le DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui va être une information sur l'état énergétique de l'immeuble, je le rappelle. Le DTG, donc le diagnostic technique global, hein, qui intègre, je rappelle, le 3PT au jour d'aujourd'hui, qui est obligatoire, qui est le projet de plan pluriannuel pour travaux, qui redeviendra un 2PT par la suite. Donc, le DTG l'intègre automatiquement. Ce DTG intègre évidemment aussi le DPE quand vous le réalisez. Je rappelle que le DTG, même s'il n'est pas obligatoire, est indispensable si vous voulez faire des travaux avec l'Agence parisienne du climat par la suite, afin d'obtenir des aides potentielles au niveau de l'État. Donc, je rappelle qu'au niveau de la ville de Paris, il y a toujours une subvention de 5 000 euros qui peut être mobilisée via Coach CoPro. Donc, en fait, le syndic donc, fait voter en Assemblée générale le DTG, le soumet ensuite, donc une fois qu'il est approuvé, il contacte Coach CoPro qui nomme quelqu'un de l'APC qui ensuite rentre en contact avec le syndic. Et le syndic ensuite présente le projet à l'APC qui ensuite validera ou non le projet potentiel de la copropriété, ce qui permettra de décoincer les aides avec la mairie. Les autres diagnostics qui sont aussi très importants et qu'il ne faut pas confondre, vous avez le RAAT qui va être différent du DTA. Donc le RAAT, c'est le rapport amiante avant travaux, qui est différent du diagnostic technique amiante. Je vous rappelle que depuis suite aux lois amiantes qui sont sorties, vous avez l'obligation de faire le DTA. Dans toutes les copropriétés, vous disposez systématiquement du DTA, qui est un repérage principalement visuel. Il peut y avoir quelques recherches dessus, mais il n'est pas suffisant pour faire vos travaux. C'est-à-dire que le RAAT, lui, va faire un diagnostic plus en profondeur. Les entreprises sont censées faire un carottage. On va prendre un exemple classique. Vous avez du carrelage dans votre hall d'entrée de copropriété. Eh bien, ce carrelage, potentiellement, la colle peut être amiantée, tout simplement. Le DTA, lui, ne va pas le détecter, puisqu'ils ne font pas de prélèvement sur la colle du carrelage. En revanche, le RAT, lui, étant destructif, il va en faire un léger prélèvement, je vous rassure, c'est assez discret. Il vérifie à chaque niveau, puisqu'on peut tout à fait avoir du carrelage qui a été collé par-dessus un carrelage qui, lui, pouvait être amianté, et ainsi de suite. Et donc, ça que sert le RAT, c'est que suivant les travaux que vous devez faire, vous êtes obligé de faire ce diagnostic. De même, le diagnostic plomb est différent du CREP. Par exemple, en façade, on n'aura pas le CREP, mais vous êtes obligé de faire votre diagnostic plomb afin d'être sûr de ne pas intoxiquer les ouvriers et les occupants de l'immeuble pendant que vous ferez vos travaux. Donc, ces deux diagnostics sont indispensables et je répète, sont différents des diagnostics obligatoires en copropriété.
Une petite astuce consiste à demander effectivement un forfait dès le départ et non un nombre de prélèvements parce que vous ne pourrez pas contrôler le nombre de prélèvements qu'effectue l'entreprise quand vous établirez votre budget. Donc, il faut négocier avec les entreprises d'avoir un forfait global plutôt qu'un nombre de prélèvements. Donc, les étapes au niveau des travaux. Donc, première étape, étude des propositions. Donc, ça, je parle des étapes après avoir discuté, bien sûr, ce qu'on a vu tout à l'heure, avec le conseil syndical. Donc, première étape, on va choisir la maîtrise d'œuvre, le MOE. Donc, c'est un pré-choix. On va demander des subventions à la phase MOE, conception. Donc, tout ça, bien sûr, on a déjà passé le DTG. Donc là, on passe à l'étape suivante, effectivement, la mise en place. Donc, on prévoit, on rencontre les MOE et on les présente au conseil syndical qui vont ensuite pouvoir soumettre leurs propositions en assemblée générale. Donc, une fois qu'on a reçu les propositions de devis de la maîtrise d'œuvre, on les soumet à l'Assemblée générale. Et suite à cette Assemblée générale, on va pouvoir lancer l'étude et on a la préparation de financement pour les copropriétaires. Donc ça, on est sur la deuxième étape où on va avoir l'apparition ensuite des devis et leur analyse par le maître d'œuvre qui va analyser les devis reçus. On va ensuite vérifier les règles de majorité suivant les types de travaux qui sont proposés, travaux d'urgence ou non, et ainsi que du règlement de copropriété. Donc là, il faut bien faire attention aussi aux règles de répartition. Par exemple, si on intègre dans les travaux les remplacements des fenêtres, par exemple d'une cage d'escalier, elles peuvent tout à fait être liées à une clé cage d'escalier et pas en clé générale. Donc il faut bien vérifier vos clés de répartition. Donc ça, c'est le travail du syndic, bien évidemment, mais qui peut se faire et discuter avec le conseil syndical, surtout quand vous avez des vieux règlements de copropriété qui n'ont pas systématiquement été mis à jour. Et ensuite, donc, deuxième assemblée générale, vous avez la validation des travaux, des intervenants et des aléas. Toujours penser à garder un petit aléa. On peut toujours avoir des surprises. Je repense au ravalement, par exemple, quand vous piochez une façade pour refaire son ravalement, vous pouvez tomber sur des poutres, hein. Je suis souvent tombé sur des poutres en fer qui étaient, ou des poutres en bois qui étaient sur les façades complètement abîmées et dégradées. Et bah, du coup, il fallait les remplacer. Si on n'avait pas prévu un aléa à ce niveau-là dans le chantier, bah, on pouvait être bloqué, voire devoir convoquer une assemblée générale en cours de chantier, donc ce qui retarde tout. Et je vous rappelle que le fait de retarder par exemple un ravalement occasionne des frais annexes, notamment par exemple au niveau de la location d'échafaudage ou de la mise en place de l'alarme. La validation ensuite est dans cet AG, vous validez aussi les solutions de financement, donc les différents dossiers de prêts qui vont être proposés à la copropriété. Et en AG à réaliser avant ou après réception des accords préalables au niveau de la mairie, puisque après, là, on aura les accords préalables au niveau de l'APC, notamment au niveau des aides, par exemple. Et après, on aura aussi les accords préalables au niveau de la mairie pour la réalisation des chantiers, puisque vous avez la déclaration préalable, donc la DP, et après, vous avez les autorisations de voirie qui sont demandées par les entreprises. Ensuite, vous avez donc de la décision à l'ordre de service. Donc, il faut bien différencier ces travaux. Donc, ça, c'est plus une façon de faire plus personnelle. Mais moi, j'aime bien dissocier au niveau des votes. Donc, le vote de principe, savoir si on débat ou pas du chantier, si les gens sont d'accord de débattre du chantier ou pas. Le vote des travaux, ensuite. Donc, ça, on va voter les entreprises. Potentiellement, on peut donner à l'article 25, hein, je rappelle, le mandat au CS pour valider avec le syndic les entreprises définitive. Si jamais il y a encore des questions à se poser lors de l'Assemblée générale, ce n'est pas encore clair, vous avez toujours la possibilité de déléguer au CS de valider définitivement l'entreprise. Validation, donc on valide les partenaires de confiance, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc c'était le bureau d'études, donc le bureau d'études, l'architecte, etc., le CSPS, tous les éléments qu'on a vus précédemment, et ensuite bien mettre les dates d'appel de fonds, avec ou sans usage évidemment des fonds du fonds de prévoyance ou allure. Donc ça, les fonds, je vous conseille de bien les noter en assemblée générale, afin notamment, ils sont utilisés lors des ventes, je vous rappelle. Donc, au niveau, on peut avoir des cas un petit peu spécifiques, comme par exemple la gestion des badges ou des fenêtres. Notamment, je vous rappelle qu'à l'article 25, on peut imposer le remplacement des fenêtres privatives au niveau de la copropriété, notamment dans les travaux d'économie d'énergie. Donc, soit le bureau d'études a réussi à nous indiquer quelles sont les fenêtres à remplacer avant le vote de ce budget, et donc on sait quels sont les appartements concernés, ce qui simplifie énormément la chose.
Quand ce n'est pas le cas et que vous êtes un petit peu dos au mur, puisque c'est souvent l'autre cas de figure qu'on rencontre, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore, avant de voter les travaux, quelles sont les fenêtres qui vont être remplacées dans les appartements, on conseille d'utiliser même clé de répartie. Donc on conseille effectivement de regrouper toutes les fenêtres, faire une estimation globale, quitte à utiliser ces différences dans les aléas. Ça permet d'avoir des aléas potentiels. Et ensuite, de toute façon, ceux qui n'auront pas leur fenêtre remplacée récupéreront leur fonds en fin de chantier. Voilà, c'est une idée, c'est une proposition. Après, je vous conseille de voir avec votre syndic sa méthodologie. Vous avez ensuite le vote de l'emprunt collectif, bien évidemment. Donc, on a le vote de solidarité sur un type d'emprunt. Et je vous rappelle que pour l'instant, il n'y a pas encore d'obligation d'y souscrire individuellement de chaque emprunt. Ce sont des emprunts de copropriété, comme le copro 100, ainsi de suite. Donc, les solutions de financement. Donc, on a un montant total de travaux. Il y a une partie de travaux qui sont subventionnables et une partie non subventionnables. Comment est-ce qu'on les finance? Donc, vous avez donc les aides financières et les subventions. Donc, vous avez d'un côté les aides de l'ANA, collectivité individuelle, les certificats d'économie d'énergie, les C2E, et les aides locales. Le certificat d'économie d'énergie, je rappelle, on peut en avoir sur des isolations de simple toiture. Là, j'ai encore fait une isolation de toiture sur laquelle j'ai obtenu un petit peu d'aide C2E. Elles ne sont plus énormes aujourd'hui, mais c'est faisable de les obtenir. De l'autre côté, vous avez évidemment sur tout ce qui est travaux d'économie d'énergie, l'éco-prêt à taux zéro qu'on appelle l'éco-PTZ. Il peut être collectif comme individuel. À voir, donc ça, c'est grâce à l'APC qu'on arrive à monter aussi ce type de dossier. Vous avez des solutions aussi de préfinancement, je vais y revenir. Et le prêt collectif, donc pour les solutions non subventionnables, vous avez le prêt collectif complémentaire comme le CoPro 100. Donc le CoPro 100, c'est vous le votez en assemblée générale. Généralement, c'est souvent la caisse d'épargne qui s'occupe de ces dossiers. Vous avez peut-être d'autres banques qui existent aussi. Ça commence à se développer un petit peu de plus en plus. Donc avec le coprocent, du coup, par exemple, il vous faut un montant minimum, c'est généralement entre les 30 000 euros, et au moins deux copropriétaires qui y souscrivent pour que vous puissiez souscrire à ce dossier. Et donc ça vous permet de financer les éléments. Et évidemment, on a les solutions de pré-subvention, les avances de subvention qui sont aussi importantes. C'est-à-dire que plutôt... Donc je vous rappelle que les aides que vont percevoir la copropriété suite aux travaux d'économie d'énergie sont perçues uniquement à la fin du chantier. Donc vous êtes obligé évidemment d'avancer la totalité des fonds. Donc pour avancer ces fonds, on n'a pas forcément, même si on sait que par exemple j'ai un chantier de 600 000 euros, j'ai 300 000 euros d'aide qui est annoncée par l'État, il faut quand même que je sorte ces 300 000 euros. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi la solution de préfinancement des aides, c'est-à-dire que la banque va dire, ben voilà, on a l'accord de l'État et donc on va pouvoir préfinancer ces aides. On vous accorde un prêt qui sera décoincé au moment où on aura besoin des fonds. Ça veut dire que la totalité des fonds part au niveau de la banque. Donc le syndic verse évidemment en amont la totalité des fonds recouvrés auprès des copropriétaires, moins les solutions de financement. Tout est regroupé dans le même compte bancaire administré par la banque choisie. Et ensuite, vous allez sortir les fonds au fur et à mesure. C'est-à-dire que la banque va d'abord utiliser les fonds avancés par les copropriétaires jusqu'à ce que tous ces fonds soient épuisés pour ensuite déclencher les solutions de préfinancement qui interviendra en dernier. Donc je reviens sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale, notamment le procès-verbal. Je vous rappelle qu'il y a trois articles qui régissent les votes d'Assemblée générale. L'article 24, qui sont liés notamment aux travaux d'extrême urgence, sur lesquels il n'y a pas de délai, on peut intervenir tout de suite. L'article 25, article 26, qui demande 2 mois de délai de contestation. Et après la mise en place des dossiers emprunts, on peut avoir de 4 à 9 mois pour l'obtention des fonds suivant les banques évidemment et suivant la disponibilité, hein. Il y a énormément de demandes, peu de banques le font jusqu'à maintenant. Donc ça demande des délais assez importants, d'autant plus que parfois on a des modifications de statut. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui vende en plein milieu du dossier pour qu'on soit obligé de remettre le dossier à zéro parfois. Donc cela peut occasionner pas mal de retard. Donc je rappelle aussi que de toute façon, le syndic doit disposer de la totalité des fonds en banque pour pouvoir émettre l'ordre de service. Donc, tant que les copropriétaires ne payent pas, on reste bloqué en tant que syndic. L'ordre de service. Donc, quand on va faire l'ordre de service sur des gros travaux, donc il faut la présence des différents intervenants. Donc, la présence de tous les intervenants à l'immeuble, donc bien évidemment le conseil syndical, indispensable pour valider le devis. Donc, en tant que syndic, on fait la validation du devis avec le CS.
Et celui-ci est préparé par la maîtrise d'œuvre. Bien évidemment, avant la signature, il faut faire un point avec tous les intervenants, notamment toutes les questions suivantes. Comment est-ce qu'on accède? Comment est-ce qu'on quel point d'eau va être utilisé, enfin, toutes les questions auxquelles on ne pense pas forcément en amont, mais qui apparaissent effectivement quand on est vraiment le pied au mur et prêt à démarrer. On transmet évidemment les coordonnées de chaque responsable de service, hein. Je rappelle que ces informations sont obtenues dans le compte rendu, dans les comptes rendus de l'architecte qu'il doit émettre donc, tout le long du chantier. Et bien évidemment, les demandes de subvention doivent être réalisées et on est obligé d'avoir l'accord préalable reçu. Donc, il faut le feu vert de l'APC pour pouvoir évidemment démarrer son chantier et pas d'ordre de service avant cet accord. Même s'il y a des contraintes techniques ou quoi que ce soit, on est obligé d'attendre cet accord, quoi qu'il arrive, pour pouvoir démarrer. Sinon, vous risquez de perdre les aides, tout simplement. Alors, donc ensuite, pour le suivi du chantier, la phase travaux. Le maître d'ouvrage, donc le syndic et le conseil syndical, il va venir visiter le chantier au moment clé du chantier. En général, toutes les 15 jours, 3 semaines pour un syndic. Récupérer, donc, euh, et on demande aussi la récupération des documents de chantier, comme par exemple le PV de réception des échafaudages. Document important, hein, je rappelle, il est indispensable. Il ne peut pas y avoir d'ouvrier sur le champ, sur un échafaudage, sans ce PV de réception, par exemple. On s'assure aussi que les dossiers ont bien été faits, la déclaration préalable, et ainsi de suite, tout a bien été mis en place. Le maître d'œuvre, en moyenne, une fois par semaine, donc il doit passer, donc ça va être l'architecte qui va passer sur le chantier et qui émet effectivement des comptes rendus à chaque fois. Le CSPS qui, lui, va venir contrôler aussi les entreprises pour s'assurer que tout se passe bien et que ces demandes soient bien respectées. Et évidemment, il fait des visites surprises. Oui. Donc, ce sera quasiment systématiquement en dehors des réunions du syndic et du CS, puisque lui, il intervient quand il veut et surtout, il ne faut pas que l'entreprise soit au courant parce que c'est aussi pour s'assurer que toutes les règles de sécurité sont bien mises en place. L'assistance de maîtrise d'ouvrage, la MO, donc ça c'est pareil, ça va être au moment clé du chantier. Et la PFC, c'est pareil, notamment quand c'est besoin. Donc au moment clé du chantier, bien sûr, il n'y a pas besoin qu'il passe aussi souvent que le syndic à ce niveau-là. Donc le syndic, je rappelle aussi que les syndics sont des gestionnaires et pas des techniciens. On n'est ni fermé ni assuré pour faire un suivi technique. Bon, vous pouvez avoir des syndics architectes, donc il faut bien différencier la maîtrise d'ouvrage de la maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire que la maîtrise d'œuvre, c'est vraiment eux qui vont suivre le chantier d'un côté technique, qui vont s'assurer que telle peinture est correctement utilisée sur tel revêtement et ainsi de suite. La maîtrise d'ouvrage est plus globale, c'est eux qui vont émettre l'ordre de service qui aura été validé par l'Assemblée générale et qui en feront aussi, comme on va le voir plus tard, la réception du chantier. Donc, les imprévus. Qu'est-ce qu'un imprévu? Non prévu au moment de l'étude. Donc, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire, par exemple, le fameux pan de bois qu'on peut retrouver une fois qu'on a pioché la façade, qui est complètement pourri, qui est à remplacer. Comment y remédier? Bah, au préalable du chantier, il faut toujours prévoir un budget entre 5 à 10 du budget pour réussir, pour prévoir cet élément. Pour des travaux assujettis à l'article 24, donc c'est des travaux d'urgence, je rappelle que c'est imprévu. Vous pouvez potentiellement utiliser le mandat donné au CS pour tout ce qui est travaux d'entretien. Sinon, s'il n'est pas prévu et qu'il n'y a pas de mandat donné au CS pour les petits travaux d'entretien, dans ce cas-là, la dernière recours, c'est de convoquer une assemblée générale avec les retards que ça peut occasionner. Après, suivant la durée du chantier, si vous êtes sur des chantiers de 3, 4 mois, voire plus, hein, ça peut monter jusqu'à 6 mois sur sur des dossiers sur lesquels vous pouvez bénéficier d'aide, le fait de convoquer une assemblée générale extraordinaire en plein milieu peut permettre de résoudre aussi pas mal de petits soucis d'ordre financier, des surprises qui apparaîtraient en cours de chantier qui ne pouvaient pas être prévues en amont. Donc, remise de documents, fin de chantier. Donc, le syndic est là aussi pour vérifier la remise des documents de fin de chantier, le décompte, le BSD a validé, les BSDA validés amiantés plomb. Donc, on réceptionne aussi les documents validés amiantés plomb. Et on adresse un questionnaire au copropriétaire pour savoir si les travaux sont situés dans les zones administratives. La réception, évidemment, donc on présente présence de tous les intervenants lors de la réception, notamment du conseil syndical. La maîtrise d'œuvre assiste le maître d'ouvrage, donc le syndic, puisque c'est le syndic qui va valider définitivement la réception sur les conseils du maître d'œuvre.
Pour mettre en place des réserves, elles doivent obligatoirement être mineures et peu nombreuses. À défaut, il faudra que le syndic refuse la réception, puisque l'ouvrage, s'il y a trop de réserves, l'ouvrage est impropre à sa destination. Évidemment, à ce moment-là, la PC est aussi présente pour participer à cette réception. Ensuite, une dernière étape, une fois qu'on a validé les travaux, ça va être la validation des comptes remis par le syndic, donc avec le conseil syndical. Donc, il y aura une étude qui sera faite. Donc, je conseille toujours de préparer un tableau. Donc, le syndic prépare un tableau, notamment des travaux qui ont été votés face aux travaux réalisés pour montrer les différences, vérifier en fait si tous les budgets ont été respectés. Il peut y avoir eu des TS qui auront été validés soit par une AG extraordinaire, par exemple, dans le cas de figure, on en a parlé tout à l'heure. On va joindre un relevé général des dépenses et on va joindre un décompte individuel pour les travaux privatifs. Ce qui vous permet après d'avoir la diffusion des attestations fiscales. Cet ensemble est transmis à la PC. On travaille évidemment avec la PC à ce moment-là pour l'obtention définitive des aides qui vont être remises donc, sur le compte de la SDC directement. Après, vous pourrez effectivement choisir comment les utiliser. Donc, les aides sont versées sur le compte SDC une fois les travaux finalisés et factures acquittées. Le dépôt des dossiers de demande de versement en concertation avec l'AMO. Les points d'attention, donc les factures doivent toujours être réglées avec l'accord du syndic. Les aides financières ne peuvent être avancées par le syndic et régularisation des comptes individuels est à prévoir en fin de chantier, puisque c'est à ça que sert ensuite. Donc vous avez l'approbation des comptes qui vont approuver. Donc l'année suivante, vous allez avoir votre approbation des comptes qui va approuver les comptes de vos travaux. Et vous pourrez ensuite obtenir les remboursements. Donc, les principaux obstacles qu'on peut avoir. Le premier obstacle, ça va être un obstacle financier dans ces travaux. Trop de fonds avancés d'un coup, du coup, des montants trop élevés pour les copropriétaires et donc des impayés. Donc, il faut évidemment faire un travail de pédagogie autour du plan de financement, mobiliser les subventions et régulariser les comptes avant le lancement du projet. Donc, bien voir, notamment, là, c'est là aussi peut intervenir le conseil syndical, c'est de voir avec les copropriétés qui sont les propriétaires qui sont les plus fragiles au niveau des paiements des charges. Donc, bien réfléchir au projet pour être sûr de bien emmener tout le monde et pas uniquement 80% de la copropriété en laissant 20% derrière. Ensuite, on a aussi l'administratif et le respect de la temporalité du projet et des procédures. On a le lancement de travaux avec avant réception des accords préalables. Autant vous dire que si un syndic envoie effectivement son ordre de service, puisque c'est le syndic qui envoie l'ordre de service sans avoir l'accord préalable par exemple de la PC, on a un risque potentiel que le dossier ne soit pas validé pour l'obtention des aides. Alors, autre problème qu'on peut rencontrer, c'est des factures payées sans l'accord du syndic, puisque dans certains cas de figure, notamment quand vous avez des préfinancements des aides, vous avez un ensemble de personnes qui vont valider les factures, puisque vous allez avoir l'architecte qui va valider la facture. Il l'envoie ensuite au syndic. Le syndic valide ensuite la facture. Une fois que c'est validé, le syndic envoie la facture à la PC qui la donne à la banque et qui fait le virement. Donc, je précise que dans ce cas de figure-là, qui n'est pas un cas de figure classique en gestion d'un syndic, il m'est déjà arrivé, malheureusement, de voir certaines factures qui ont été payées sans mon accord dedans. Bon, heureusement, on a pu solutionner le problème. C'est exceptionnel, hein, je ne vous le cache pas. C'est extrêmement rare, mais ça m'est arrivé une fois dans un dossier. Donc, il faut être extrêmement vigilant au niveau de la banque. Elle n'envoie pas le paiement sans l'accord du syndic. Et ensuite, on peut avoir d'autres problèmes aussi administratifs. C'est tout simplement l'accès à l'immeuble refusé, un copropriétaire qui ouvre pas sa porte, et ainsi de suite. Donc, tout ça fonctionne avec de la communication et partage des informations. Il faut bien sûr choisir des entreprises compétentes et un rappel des conditions d'obtention des aides. Et l'assurantiel, donc la limite de la garantie financière du syndic. Donc, normalement, les fonds détenus, je rappelle, sont garantis par l'assurance du syndic. À cela, effectivement, il existe une exception, c'est-à-dire que c'est dans le cas où effectivement vous avez un préfinancement des aides, où tout est géré directement par la banque au niveau du paiement des factures, c'est-à-dire que la personne qui émet le virement, ce n'est plus le syndic, mais la banque directement. Donc, c'est-à-dire, je reprends, c'est le cas de figure où l'architecte valide, le syndic valide, on repasse à la PC, et ensuite c'est la banque qui fait la validation du dernier virement. Donc, il faut bien faire attention, puisqu'en cas de désordre, c'est l'assurance de la banque qui intervient et non celle du syndic dans ce cas de figure très précis. Dans tous les autres cas de figure, ce sera la garantie financière du syndic qui agira.
Et ensuite, on a un défaut sur les travaux à réaliser. On peut avoir des dommages occasionnés. Bon, bah, après, c'est là où va intervenir la des assurances de chaque entreprise. Je rappelle, hein, toutes les entreprises doivent être assurées, avoir des attestations d'URSSAF aussi à jour avant le démarrage du chantier et pendant le chantier. Il faut récupérer aussi les assurances pendant le chantier, notamment si vous changez d'année. Vérifier qu'ils sont toujours couverts. Donc ça fait aussi partie du travail du syndic, bien évidemment. Euh, Voilà. Donc ensuite, on a un petit retour d'expérience. Donc ça, c'est ce qu'on a réussi à obtenir pour une copropriété. Donc ça, c'est une copropriété dont j'ai eu la chance d'être la gestionnaire. Donc j'ai la chance d'être toujours la gestionnaire. C'est une copropriété qui avait remporté le prix Coach CoPro 2021 grâce aux travaux d'économie d'énergie. Euh, donc c'est la copropriété qui a été nommée, mais elle était sous notre gestion. Donc c'était une copropriété de 41 logements avec un parking, avec un sous-sol parking. Donc la restitution énergétique avait été faite en mai 2025. Et vous voyez, comme vous voyez au niveau des dates, hein, le projet a commencé en 2017 et s'est terminé vraiment en 2021 avec la restitution des fonds qui a un petit peu tardé par la suite. Donc, faut compter un projet de 5 à 6 ans minimum. Donc, au niveau des travaux, isolation thermique par extérieur, amélioration des systèmes de ventilation, isolation thermique à la toiture, mise en place d'une pompe à chaleur, remplacement des menuiseries, donc avec un gain énergétique assez conséquent. Et dessus, bah, effectivement, donc c'était les premiers dossiers qui étaient lancés. On avait obtenu près de 50, plus de 50% d'aide qui avait été obtenue au niveau du financement. Bien évidemment, on était passé par un pré-relais. Donc, je repasse la parole à la PC. Oui, merci beaucoup. On va pouvoir passer aux questions et réponses. Je vois qu'il y en a quelques-unes quand même dans le chat. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer plutôt par l'onglet questions et réponses plutôt que le chat, parce que c'est plus facile d'y répondre. Il y a pas mal de questions et d'interrogations sur les moyens quotidiens du syndic pour renseigner, informer tous les copropriétaires sur Alors, pour les moyens du votre syndic, rôle et comment vous envisagez la gestion d'un tel projet. Alors, sur un tel projet, le premier moyen de communication, bien évidemment, ça va être d'abord le conseil syndical, avec qui il faut bien établir le projet, comme on l'a vu lors de la présentation. Le deuxième moyen, bien évidemment, ça va être le courrier et les mails, mais malheureusement, on observe que tout le monde ne lit pas tout, c'est un fait. Le troisième moyen qui est à disposition du syndic, bien évidemment, c'est l'Assemblée générale. Donc là, il faut effectivement, les projets les plus réussis, on observe, c'est là où on a un conseil syndical vraiment le plus actif possible, qui va limite faire du porte-à-porte pour discuter avec les gens, de mettre en place les informations. C'est là où vraiment on a eu des retours les plus positifs sur des projets réussis, j'entends. Je prends l'exemple de l'immeuble que j'ai réussi. On avait un président qui était extrêmement actif et qui effectivement discutait énormément avec ses voisins, ses copropriétaires, prenait les informations. Et effectivement, le syndic ne peut pas fonctionner de toute façon sans son conseil syndical pour chaque immeuble. C'est vraiment le conseil syndical qui vient aider le syndic sur la communication. Bien sûr, après, on peut faire les affichages immeubles. On a les systèmes de communication classiques, comme je l'ai indiqué, donc mail et courrier. Il y a d'ailleurs une question sur l'implication du conseil syndical. Est-ce que celui-ci peut être rémunéré puisqu'on lui demande quand même un travail et une implication assez Non. importants? Alors non, Ok. je rappelle que seuls les frais de débours du conseil syndical peuvent être pris en charge. Ça, c'est la réglementation. Le conseil syndical ne peut pas être directement rémunéré, que ce soit par la copropriété ou par le syndic. C'est du travail effectivement de bénévolat sur lequel indirectement, vous rémunérez avec un bien qui prend de la valeur. Et toujours sur le sujet de la rémunération, on a également une question sur comment est payé le syndic pendant les différentes phases présentées, quels coûts supplémentaires par rapport au montant habituel versé au syndic avant de démarrer un projet de rénovation énergétique. Alors, en général, le syndic a un tarif dégressif suivant le montant des travaux. Vous allez avoir un pourcentage qui va être voté en assemblée générale. Donc, maintenant, il est prévu effectivement au niveau des textes que ceci est voté en même temps que le choix de l'entreprise, mais c'est systématiquement voté en assemblée générale. Euh, donc après, c'est à vous de négocier avec votre syndic au niveau de ses prestations.
C'est souvent un pourcentage qui va varier en fonction du montant global du chantier. On a également une question sur les AG extraordinaires. Est-ce qu'en Mhm. pratique, il vaut mieux prévoir des AG extraordinaires pour pouvoir accélérer les décisions, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose que vous ne conseillez pas forcément? En fait, la gestion linéaire, ça va dépendre des besoins. Déjà, première chose, il ne faut pas oublier que ça a un coût, une assemblée générale extraordinaire. Donc, c'est un coût, si on peut l'éviter, qu'on essaye d'éviter systématiquement, notamment si, par exemple, vous avez prévu suffisamment d'aléas et si vous avez bien donné délégation au CS qui pourra effectivement travailler, valider les travaux supplémentaires. Parfois, on n'a pas le choix. Moi, j'ai déjà vu effectivement un dossier où on avait quand on a pioché la façade, on a découvert beaucoup plus que ce qui était prévu au niveau des pans en bois qui étaient abîmés qui étaient abîmés. Il a fallu effectivement passer par une assemblée générale extraordinaire pour valider les montants et faire les appels de fonds. Après, je vous rappelle que une AG, ça met quand même un mois à convoquer et après, il y a toujours les 2 mois de délai de contestation, même si on peut décider de les raccourcir suivant la rédaction que l'on met dans l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Il faut être très prudent avec l'Assemblée générale extraordinaire parce que ça peut aussi se retourner contre vous au niveau des délais. Oui, il y avait aussi quelqu'un qui demandait quelles sont les obligations de vote une fois le DTG réalisé et avant de désigner la maîtrise d'œuvre, notamment sur le risque de recours dans ma copropriété. Et je pense que vous y avez bien répondu. Il faut être assez vigilant sur les délais de contestation, notamment. Voilà, tout à fait. Il faut bien faire attention au délai de contestation de votre Assemblée générale, hein. C'est 2 mois de délai de contestation à la réception du courrier recommandé. Donc, c'est pas parce que, par exemple, vous avez fait votre AG au 1er avril, d'avril, donc mai, juin, il faudra vraiment attendre après parce que le syndic peut peut-être mettre une semaine pour envoyer sa convocation, voire deux. Donc, c'est vraiment au moment de réception que démarrent les 2 mois de délai de contestation. On a également une question sur l'AMO technique, donc l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Ne faudrait-il pas envisager une AMO technique pour valider le travail de la maîtrise d'œuvre? Les AMO financiers n'ont que très rarement une compétence technique, au mieux superficielle, en particulier sur les grosses copros. Si une erreur de conception émerge, elle risque d'être enfouie dans les échanges avec l'entreprise. Et ça, je peux en partie y répondre, je pense. Monsieur Le Montec, n'hésitez pas à rajouter ensuite. Mais effectivement, sur l'assistance à maîtrise d'œuvre, on a plusieurs missions qu'il faut veiller à avoir dans un devis. Donc, il y a effectivement toute la partie financière sur le montage des dossiers de demande de subvention et les plans de financement, mais il y a aussi une mission technique sur justement vérifier que tous les matériaux sont bien adaptés au type de bâti que vous avez, pour vérifier que le travail de la maîtrise d'œuvre est cohérent. Et il y a également une partie sur la communication et l'information auprès des copropriétaires. Donc, quand vous choisissez votre assistance à maîtrise d'ouvrage, ça peut être intéressant aussi d'essayer de partir sur une prestation, pardon, la plus complète possible, tant sur le plan financier que technique, que sur la communication avec les copropriétaires. Et je vois une autre question sur l'AMO. Est-ce que l'AMO est obligatoire? Oui, notamment dans le cadre des aides MaPrimeRénov'. Voilà, tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, le syndic n'est pas aussi un technicien, hein. Je rappelle, en tant que syndic, on est plus un gestionnaire. Il faut savoir que le syndic doit s'y connaître, doit connaître les bases au niveau d'un ascenseur, d'un chauffage, de ravalement. Il y a tellement, le métier est tellement vaste, hein. C'est-à-dire qu'on a la plomberie, on a l'électricité, etc. C'est impossible d'être pointu sur tout. On peut avoir des domaines où on est plus ou moins compétent, mais c'est pour ça qu'un syndic va toujours demander à s'entourer d'assistants, d'avocats dans certains cas, d'architectes dans certains cas, et ainsi de suite. C'est qu'il n'a pas les compétences techniques pour savoir tout sur tout. Et donc, il va faire appel à des bureaux d'études, des BET notamment. Euh, Vous avez plein de sujets, en l'occurrence, qui rentrent dedans. Vous avez par exemple l'amiante aussi, où on peut avoir besoin d'un bureau technique spécialisé, notamment aussi tout ce qui est énergétique demande pas mal aussi de bureaux d'études spécialisés. Alors, une question également sur comment faire face à la défaillance éventuelle d'un prestataire, faillite ou autre cas similaire, au cours d'un chantier qui peut durer plusieurs années. Alors, ça, c'est la question qu'on redoute tous quand on fait un projet de travaux.
On peut avoir une défaillance, donc tout dépend à quel moment elle intervient. Est-ce que vous avez déjà versé la facture d'acompte ou pas? Est-ce qu'il est assuré ou pas? Donc, bien sûr, en amont, vous pouvez déjà éviter à 80% de dossiers en vérifiant, donc en prenant la vérification de l'entreprise. Déjà, est-ce qu'il est correctement assuré? Est-ce qu'il a ses attestations d'URSSAF à jour? Est-ce que financièrement, l'entreprise a été créée de façon récente ou ancienne? Même si ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai des très bonnes entreprises qui viennent d'être créées avec qui je travaille, mais ils peuvent avoir les reins un petit peu moins solides. Il faut bien prendre en compte tous ces facteurs, voir aussi les entreprises de confiance avec qui vous avez l'habitude de travailler, mais après, tout ça, effectivement, n'empêche pas que vous pouvez avoir ce cas de figure qui intervient. Alors après, soit l'entreprise n'a pas encore commencé son chantier et vous n'avez pas encore versé la facture d'acompte. Bon, bah, c'est problématique, mais on peut encore s'en sortir. Dans ce cas-là, c'est là où on va travailler avec l'APC pour demander, bah, du coup, j'ai un problème avec l'entreprise. Je sais qu'on a validé les aides avec cette entreprise, mais du coup, aujourd'hui, elle est défaillante. Donc, est-ce qu'on peut maintenir le dossier et avec une deuxième entreprise que je vous présente? Donc, on fait faire le devis grâce à l'architecte à une autre entreprise. Donc, c'est un cas de figure là, qui s'est présenté récemment. Donc, ça n'a pas posé de problème sur un de mes chantiers puisque l'entreprise qui avait répondu initialement n'a pas pu donner suite et mais heureusement n'a pas versé la compte, on n'avait rien versé, donc on a pu effectivement transvaser une autre entreprise. Le chantier s'est très bien passé, il n'y a pas eu de souci. Deuxième problème, vous avez versé que la facture d'acompte et l'entreprise est défaillante. Bah, la récupération de la facture d'acompte, ça va demander une procédure. Donc là, pour pouvoir la récupérer sans garantie que vous récupérez vos fonds. Donc là, potentiellement, je dis presque bien entre guillemets, potentiellement de l'argent perdu. Euh, ou alors en cours de chantier, là, c'est la pire des situations, c'est-à-dire que l'entreprise a commencé à travailler, puis plus personne ne vient sur le chantier. Donc là, il faut faire un PV de carence avec l'architecte. Donc là, ça va être aussi, c'est là où l'architecte va aussi intervenir avec le syndic. On va mettre en place un PV de carence indiquant que l'entreprise est absente sur le chantier, qu'elle n'intervient pas, qu'elle ne revient pas au niveau des courriers recommandés. Donc là, ça va être une perte sèche parce que si, par exemple, c'est une entreprise qui intervient sur l'échafaudage, une autre entreprise, elle risque de mettre en retard tout le monde. Donc vous allez aussi risquer de devoir payer en plus les frais d'échafaudage et les frais d'alarme, par exemple, hein. C'est un cas de figure qu'on pourra retrouver. Et dans ce cas-là, bah, pareil, on fait faire un devis à une autre entreprise pour qu'elle vienne reprendre la suite si elle accepte, avec la complexité au niveau des dossiers assurances qui peuvent se présenter, puisque là, on peut avoir des conflits entre les assurances de l'un et de l'autre pour la reprise du dossier. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je souhaite à personne. C'est le pire des cas de figure qu'on peut rencontrer sur un chantier. Une autre problématique qui peut émerger au cours d'un projet, comment gérez-vous les éventuels impayés de copropriétaires? Alors, après, il n'y a pas de solution miracle, hein. De toute façon, c'est toujours la même chose. Donc, évidemment, le syndic peut faire des mises en... Donc, lettre simple de rappel, mise en demeure, puis procédure devant les tribunaux. Donc, ça, c'est l'étape classique. L'inconvénient de la procédure entre les tribunaux, ça va coûter cher. Évidemment, si ça se poursuit et que risque de prendre du temps, et pour pouvoir lancer les travaux sans perdre les aides, vous avez l'appel de fonds de solidarité. C'est-à-dire que c'est les copropriétaires qui vont devoir payer pour les mauvais payeurs, malheureusement, en sachant qu'évidemment, bah, les mauvais payeurs, eux, ça va leur coûter encore plus cher, puisqu'ils vont se prendre les frais prévus au contrat de syndic pour les frais de mise en demeure, les frais prévus au contrat de syndic pour la remise de dossier à l'avocat, plus l'article 700-701 que imputera le juge par rapport aux frais avancés par les frais de la copropriété, donc dommages et intérêts, et ainsi de suite. Donc tout ça, ce sera l'avocat qui obtiendra ces parties-là. Donc ne pas payer ces charges, au final, ça revient quand même très cher à la personne qui ne paye pas. Mais effectivement, la copropriété peut en pâtir du fait de la mise en place de l'appel de fonds de solidarité pour combler les trous de trésorerie afin de permettre la réalisation des travaux de chantier suivis. Le pire cas de figure, c'est si évidemment vous dépassez, si dans vos impayés même de charges, vous dépassez évidemment les 25%, 15% suivants d'impayés suivant la taille de votre copropriété. Dans ce cas-là, vous pourriez même vous retrouver, parce que le syndic a l'obligation maintenant de mettre en place un mandataire ad hoc dans ce cas de figure-là. Et alors là, vous allez avoir un mandataire ad hoc qui va reprendre le côté financier. Le syndic perd perd le contrôle du dossier. Et là, ça peut rentrer dans des dossiers assez complexes. Bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on ne va pas s'étendre plus là-dessus, mais voilà, ce sont des mesures qui existent et qui peuvent vraiment être
problématique pour la copropriété. Donc on conseille évidemment de payer ses charges en temps et en heure. Et de toute façon, le syndic, lui, ne doit pas envoyer l'OS tant qu'il n'a pas 100% de la somme sur le compte bancaire. Merci. L'OS, pardon, Euh, c'est une, l'ordre de service, excusez-moi, les habitudes. une question également sur le DTG. Est-ce que celui-ci est obligatoire pour avoir une aide financière? Ce à quoi je répondrai pas tout à fait. En fait, ce qui est souvent obligatoire, c'est plutôt l'audit énergétique, notamment dans le cadre de MaPrimeRénov' copropriété. Il faut que vous ayez une estimation du gain énergétique après travaux et ça passe nécessairement par un audit. L'audit peut être compris dans le DTG. En revanche, la maîtrise d'œuvre ensuite, si c'est pas la même si c'est pas le même prestataire qui a réalisé le DTG, devra refaire un audit parce que ça engage son assurance, sa responsabilité. Heu, donc pour vous répondre, le DTG, il n'est pas strictement obligatoire. Par contre, il est quand même souvent recommandé. Tout dépend de la phase de maturité de votre copropriété. Si vous savez déjà que vous voulez vous lancer dans une rénovation énergétique globale, avec beaucoup de postes de travaux, vous pouvez passer directement en maîtrise d'œuvre conception. Si, la copropriété est déjà, assez motivée et qu'elle a une idée assez précise de ce qu'elle souhaite. Si en revanche vous partez de zéro et que vous n'avez pas forcément réalisé des diagnostics au préalable, que vous n'avez pas forcément d'idées pour les scénarios de travaux non plus, dans ce cas-là, on recommande plutôt de faire réaliser le DTG, qui a le mérite d'être, assez complet, tant sur le plan architectural qu'énergétique. Une question également sur des diagnostics, à quel moment doit-on faire le RAAT et le diag plomb? Alors, le diagnostic, le rapport amiantal avant travaux doit se faire en même temps ou juste avant la phase d'étude, c'est-à-dire avant de faire les devis, c'est-à-dire quand l'architecte va faire son projet. Donc dans la phase projet de l'architecte, puisqu'il va devoir l'intégrer tout simplement, il va devoir savoir, en fait, il faut qu'il sache s'il a de l'amiante à traiter ou pas, par exemple. Donc c'est à ce moment-là qu'il va faire son RAT, donc le rapport amiante avant travaux, comme son nom l'indique. Il doit être fait avant ou pendant la phase d'étude de l'architecte, afin que d'avoir les devis en conséquence à présenter par la suite en assemblée générale et pouvoir les faire voter. Pareil pour le diagnostic plan. Il y a également des questions sur, un partage d'inquiétudes également sur, les copropriétaires qui sont souvent noyés sous, les démarches à réaliser, les normes, les étapes, les conditions à remplir, tous les délais à respecter. Comment vous comment vous procédez, vous, en tant que syndic, pour informer au mieux? Je pense que vous avez en partie répondu, mais si vous avez plus d'éléments à apporter, Alors, n'hésitez pas. l'information principale, c'est votre assemblée générale, principalement. Il ne faut pas, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on a la possibilité de voter par correspondance. Le mieux, c'est quand même de donner le pouvoir ou d'être carrément présent sur ces assemblées générales. Je veux dire, quand vous votez des chantiers à 600 000, 700 000 euros, c'est pas une AG où il faut être absent ou donner pouvoir à quelqu'un, mais il faut être présent à cette assemblée générale. Parce que là, vous engagez quand même énormément d'argent, vous engagez la copropriété. Donc, c'est ce moment-là privilégié que vous allez avoir avec votre syndic pour pouvoir répondre à vos questions. Moi, ce que j'avais fait, par exemple, sur le dossier, c'est qu'on avait, sur le dossier qu'on avait vu précédemment, c'est que j'avais carrément dédié une AG extraordinaire à ces travaux, sur lesquels les gens pouvaient directement répondre, etc. Parce que sinon, c'était trop long avec tous les autres points qu'on a généralement classiquement dans une ordre du jour classique d'Assemblée générale. Donc, peut-être même voir une Assemblée générale dédiée par rapport à ça afin de pouvoir répondre. Après, effectivement, vous avez des documents qui sont souvent joints, annexés à la convocation de l'Assemblée générale. Ce sont des documents qui sont vraiment à lire en amont pour pouvoir poser vos questions le jour de l'Assemblée générale. On précise toujours, hein, il n'y a pas de questions idiotes et que des réponses qui peuvent l'être. Je préciserai également que ce qu'on recommande souvent à l'Agence parisienne du climat, c'est d'essayer de faire au-delà des assemblées générales extraordinaires, d'avoir aussi des moments d'échange, peut-être plus Mm. informels entre copropriétaires et des groupes de travail avec le conseil syndical et les personnes, particulièrement intéressées par le projet, pour justement pouvoir débattre des différents choix qui s'offrent à la copropriété et pouvoir informer, un petit peu en amont pour vous laisser justement le temps de la réflexion et ensuite pouvoir prendre une décision éclairée. Mais effectivement, si la copropriété, si l'ensemble des copropriétaires découvrent le projet au moment de l'assemblée générale, généralement ce n'est pas gage de réussite.
puisque le mieux, c'est quand même d'avoir du temps pour réfléchir et digérer les informations. Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas qu'une seule assemblée générale qui va décider du projet, mais elle est répartie sur deux, comme on a vu déjà, deux principales, même une troisième, si on prend compte au démarrage du dossier. C'est-à-dire que première année, toute première année, vous allez voter le 3PT DTG. Ça va être la première année. Bien évidemment, le syndic aura fait une réunion avec son conseil syndical en amont pour pouvoir en discuter. Suivant les décisions, on pourra même en discuter, faire des notes d'affichage ou d'envoyer des courriers d'information. Ensuite, l'année 2, vous allez avoir, évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, la maîtrise d'œuvre avec un premier projet, puisqu'on a le rendu, évidemment, du DTG, dans lequel vous allez avoir l'information de ce qui est proposé comme travaux. C'est grâce au DTG qu'on va pouvoir ensuite nommer la maîtrise d'œuvre. Donc, dans votre convocation, vous allez avoir le rendu du DTG qui va vous permettre ensuite de valider la maîtrise d'œuvre en vue d'un projet qui aura été mis en place. Donc, déjà, deuxième assemblée générale. Et troisième assemblée générale, vote des travaux eux-mêmes, avec décision des devis, etc. Donc vous avez déjà une information qui est répartie sur trois assemblées générales. Trois assemblées générales, en général, c'est 3 ans. 3 ans dans lesquels vous pouvez échanger avec votre syndic. 3 ans dans lesquels vous pouvez échanger aussi entre le syndic et le conseil syndical. Donc vous avez largement le temps de voir venir le projet, de vous préparer financièrement par rapport à ça. Si vous suivez bien vos dossiers au fur et à mesure, vous aurez ce déroulement et personne ne découvrira évidemment le chantier quand on va faire les appels de fonds à la fin. Sous réserve que les gens s'intéressent aux documents qu'on envoie ou aussi aux ordres du jour des assemblées générales, bien évidemment. Mm. Ce qui me semble intéressant aussi de préciser, c'est qu'en phase de maîtrise d'œuvre conception, donc la phase où on va venir étudier le projet de manière un peu plus approfondie, en mobilisant différents acteurs qu'on a pu voir au cours de la présentation, l'idée, ce n'est pas que l'architecte, la maîtrise d'œuvre, les bureaux d'études et l'assistance à maîtrise d'ouvrage travaillent seuls de leur côté et qu'ensuite, un an plus tard, vous ayez une décision à prendre. La mission de maîtrise d'œuvre conception, c'est une mission où la copropriété est régulièrement consultée, où il y a beaucoup de réunions pour justement faire avancer le projet, choisir les matériaux, choisir, arbitrer aussi entre différentes options. Donc, l'idée n'est absolument pas d'avoir une première AG et puis un an plus tard voter des travaux sans avoir au préalable construit le projet avec la maîtrise d'œuvre, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, le syndic, tous ces acteurs qui sont essentiels dans un tel projet. Le conseil syndical aussi, très important. Oui, pardon, le conseil syndical, effectivement. Justement, il y a une question sur la première AG. Doit-elle voter un projet de plan pluriannuel de travaux ou bien un cahier des charges? La maîtrise d'œuvre est-elle votée dans une deuxième AG? Est-ce qu'on peut peut-être repréciser le Alors, je vais calendrier? repréciser dessus. Donc, toute première année, tout début du dossier, je vous rappelle, on a le vote généralement du DPE 3PT ou du DTG, suivant l'option que vous faites. Je rappelle, le 3PT est obligatoire avec le DPE. C'est deux éléments qui sont aujourd'hui obligatoires au niveau de la loi pour toutes les copropriétés. Et vous avez la possibilité de tout englober dans le cadre du DTG. Quand nous, par exemple, on propose un DTG, dedans, vous avez automatiquement le 3PT et le DPE. Euh, donc là, c'est la première étape, évidemment. Donc vous allez avoir après le rendu du DTG. Donc ça, c'est le rendu principal. Ça va être grâce à ça que vous allez pouvoir définir. Donc il va y avoir un premier rendu avec le conseil syndical sur le DTG. Donc, il y a un premier rendu qui va être fait. Donc, si effectivement il y a le dossier d'aide, ça va être fait en présence aussi de la PC, où les gens, les membres du conseil syndical et même les copros qui s'y intéressent pourront assister. Alors, après, tout dépend de votre mode de fonctionnement, hein. Moi, je parle d'un fonctionnement classique, mais certains conseils syndicaux englobent aussi toute la copropriété dans ce moment d'échange. Mais là, c'est pour bien recalibrer le projet. C'est-à-dire que là, il y a une phase de discussion aussi dans le DTG, avant le DTG final, rendu final, dans lequel vous pouvez discuter effectivement des projets présentés. Et après, vous avez un premier projet. Le projet qui est présenté dans le DTG va servir de guide en fait à la maîtrise d'œuvre par la suite pour euh, valider. Donc vous avez un pré-projet, un petit peu, une sorte de pré-projet, un objectif à atteindre. Et ensuite, ça va être à la maîtrise d'œuvre de mettre en place l'objectif qui aura été sélectionné. En général, vous avez 3 scénarios qui sont présentés, qui chacun vont donner des objectifs énergétiques différents dans le DTG.
Et vous allez donc valider. Bah, choisir au final le DTG 1, on va choisir le DTG 2, le scénario 1, le scénario 2, le scénario 3. Une fois que ce scénario est choisi, le bureau d'études, toujours en présence avec le conseil syndical, va donc l'architecte, pardon, le bureau d'études architecte, va donc ensuite préparer le dossier, faire le cahier des charges et le transmettre ensuite aux entreprises par rapport à ce que vous souhaitez. Ça va être ensuite, il va y avoir la phase d'ouverture des devis, de réception des devis. On va analyser les devis reçus. Il peut y avoir des demandes de modification par rapport au devis reçu. Et ensuite, on soumet le projet, donc il doit être validé après par l'APC au niveau des aides. Pour, par exemple, si vous voulez obtenir des économies d'énergie, ben, il faut quand même un projet qui soit suffisamment conséquent pour pouvoir ensuite passer en phase 3, c'est-à-dire obtention des aides de l'État, pour ensuite pouvoir réaliser les travaux. Et là, c'est là où l'APC intervient en nous disant, bah, le projet est réaliste, le projet peut permettre d'obtenir les aides, le projet ne permet pas d'obtenir les aides, il n'est pas assez conséquent, et ainsi de suite. Et après, c'est un calcul à faire au niveau de la copropriété sur ce que vous voulez obtenir. Soit vous orientez vers, bah, tant pis, on n'aura pas les aides, mais on veut faire juste ces phases-là pour l'instant, et ensuite on fera plus tard ces travaux-là, et on fera plus tard. Donc ça, c'est là où intervient le 2PT, hein, le plan pluriannuel pour travaux, qui va vous indiquer les étapes à réaliser étape par étape, ou sinon, bah, vous avez euh, les travaux proposés qui ont été faits par le bureau d'études. Et dans ce cas-là, bah, vous continuerez vos travaux avec les aides de l'État, plus les financements des aides qui seront mis en place, et ainsi de suite. Dans tous les cas, vous pouvez avoir des financements d'aide, bien évidemment, notamment au niveau des banques. Quand je pense au CoPro-100, le CoPro-100 pourra toujours vous assister sur quel que soit votre projet, sous réserve des conditions, évidemment, du CoPro-100, par exemple. Une question technique sur une décision, enfin, une annulation d'une décision en AG. Est-ce que le syndicat des copropriétaires peut faire annuler à une AG ultérieure une décision de l'AG précédente qui a voté un scénario? Par exemple, s'il y a eu des copropriétaires absents ou non représentés qui ne peuvent pas assumer financièrement les travaux, le DTG, est-ce que c'est possible de revenir sur une décision qui a été prise? Comme on dit, alors, ça dépend où en est le dossier, en fait, tout simplement. Parce que si les fonds ont déjà été avancés, ça va être compliqué de l'annuler. Si rien n'a été engagé, une assemblée générale peut effectivement annuler facilement, donc par la même vote, donc la même clé de répartition et même vote, on peut annuler une décision précédente si effectivement rien n'a été engagé. Si les choses ont déjà été engagées, ben là, ça va être une discussion préalable, évidemment, de l'Assemblée générale avec le syndic pour voir comment est-ce qu'on fait annuler, puisque le syndic ne peut pas être mis en défaut pour exécuter une décision d'Assemblée générale qui a été validée et qui n'a pas été contestée dans les 2 mois. Euh, donc, je rappelle que c'est pour ça, d'où l'importance que je disais tout à l'heure, c'est de venir et de vous intéresser à vos assemblées générales, bien les lire en amont. Parfois, ne pas paniquer face au prix, parce que ça dépend si vous êtes dans une très grosse copropriété. Puis évidemment, en plus, plus vous serez dans une grosse copropriété, plus les prix globaux vont être importants, mais il faut les remettre en fonction de vos tantièmes. Donc, parfois, voir une simple grille de tantième vous permet de voir qu'au final, bah, sur un chantier à 100 000 euros, bah, vous allez peut-être avoir à payer finalement que 1 000 euros par rapport au tantième que vous avez sur l'ensemble de la copropriété. Donc, il faut aussi relativiser et pas vous arrêter uniquement sur les gros chiffres. Mais voilà. Et pour la question de revenir sur un vote, donc de toute façon, ça doit être fait sur le même article de loi et la même clé de répartition. Et après, il faut voir où en est le projet, tout simplement, parce que bah, après, si les gens vont accepter ou pas, parce il peut y avoir des fonds perdus, du coup, parce que si vous dites à une entreprise, bah, elle a commencé son travail, hein, si le bureau d'études, par exemple, a déjà commencé son travail, il sera en droit de demander, du coup, partie ou totalité des fonds avancés. Et vous, du coup, vous allez perdre de l'argent. On a une remarque sur les votes en AG. Comment souhaite-t-il qu'on puisse voter un scénario avant que la maîtrise d'œuvre fasse sa découverte? Alors, En fait, le c'est pas scénario, tout à fait ça. non, c'est pas tout à fait ça. En fait, quand vous allez faire votre DTG, il va vous être remis. Vous allez avoir 3 scénarios en général qui vont être proposés. Donc, donc le syndic aura normalement prévu pour chaque scénario un contrat de maîtrise d'œuvre. Donc, suivant si vous voulez avancer sur le dossier, hein, vous pouvez décider de stopper ici en assemblée générale. Rien ne vous oblige à aller plus loin. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, vous pouvez demander
à la demander au syndic lors du vote d'Assemblée générale. Donc ça se prépare en amont de l'AG, bien évidemment, parce que je rappelle que l'ordre du jour se prépare avec le conseil syndical. Vous pouvez demander au syndic de préparer, par exemple, le scénario 2, le scénario 3 en Assemblée générale, ou aucun scénario dedans, et on passe au vote. Donc, est-ce qu'on propose la maîtrise d'œuvre sur le scénario 1 proposé, on propose la maîtrise d'œuvre sur le scénario 2, et ainsi de suite. Le DTG doit-il proposer différents types de travaux et pas seulement une différente étape des travaux? Si possible, je veux bien que vous précisiez un petit peu la question, s'il vous plaît. Et en attendant, je réponds à une autre question. Quand est-ce qu'on demande les C2E ou les certificats d'économie d'énergie? Alors, les C2E sont demandés en général avant l'ordre de service, bien évidemment. Là, on monte un dossier avec soit la PCI, soit un organisme spécialisé, soit c'est directement l'entreprise qui s'occupe de les monter. Moi, souvent, ce que je demande, c'est souvent que ce soit les entreprises qui gèrent leurs C2E. Et du coup, ils deviennent directement en déduction sur le devis. Donc ça vient directement en moins-value, ce qui vous permet d'en bénéficier. Je prends l'exemple, hein, j'avais changé une chaudière il y a ça plusieurs années, quand il y avait encore des aides sur les chaudières, c'est terminé maintenant, mais j'avais obtenu des C2E assez conséquentes à l'époque pour les premières chaudières à condensation, pour les chaudières à condensation par exemple. Ces C2E avaient été automatiquement déduits du devis et de la facture. Je ne les avais pas gérés, effectivement, c'était l'entreprise qui avait géré ces éléments, mais je les avais demandés au préalable. Alors, deux questions sur syndic. Comment Mhm. le syndic gère-t-il le projet de financement s'il y a une vente d'appartement, dans un premier temps? Est-ce qu'il est possible de changer de syndic en cours de travaux votés? Alors, il est toujours possible de changer de syndic à n'importe quel moment. Bon, c'est pas forcément le meilleur moment pour choisir le changement de syndic, mais c'est votre droit, hein, c'est l'Assemblée générale qui définit. Vérifiez bien le contrat de syndic, hein, parce qu'ils peuvent être de 1, 2 ou 3 ans. Le changement de syndic, bah, du coup, vous allez avoir quand même un certain temps, un certain délai, puisque le confrère a 15 jours pour remettre la comptabilité, puis un mois pour remettre les pièces. Puis après, il faut rentrer toutes ces informations rares, rentrer les données, etc. Donc, si vous êtes en plein milieu de chantier, il peut y avoir des délais de paiement potentiellement au niveau des entreprises, puisque faut le temps de récupérer les fonds, de récupérer les comptes, que les banques valident le changement de syndic et ainsi de suite. Donc bien faire attention à tout ça, le changement de syndic. La deuxième question, c'était concernant, si vous pouvez me la rappeler? Oui. Comment le syndic gère-t-il le projet de financement s'il y a une vente d'appartement, par exemple? Bah, de toute façon, je vous rappelle, il y a un état daté. Et c'est à ça que sert justement l'état daté dans une vente. Il y a deux éléments qui entrent en compte. Il y a les accords à faire avec le notaire, qui sont vus au niveau des travaux. Et le syndic, lui, il envoie en amont de votre vente au notaire l'état daté qui va indiquer les appels de fonds que vous retrouvez d'ailleurs dans votre assemblée générale, hein, directement. Donc, quand vous votez des travaux, euh, bah, du coup, par exemple, je prends un exemple. On va prendre un exemple simple. On va faire trois appels de fonds, donc un au 1er janvier, un au 1er février, un au 1er mars. Vous décidez de vendre votre appartement, on va dire le 15 février. 15 février, vous faites votre vente. Techniquement, le janvier et février, c'est la charge du vendeur. Ensuite, c'est à la charge de l'acquéreur. Le dernier, le 1er mars, il est censé avoir vendu. Après, c'est sous réserve de la notification du notaire, puisque le syndic ne prend en compte que la notification du notaire pour valider le changement d'adresse. Donc, il y a forcément une rétention qui est faite par le notaire au niveau de la vente à ce niveau-là pour le gérer. Et après, vous pouvez avoir les conventions internes avec votre notaire, avec votre entre acquéreur et vendeur. Donc, ça, c'est un arrangement en interne que vous faites devant le notaire. Je rappelle aussi que si vous vendez, que vous êtes en promesse de vente, vous devez normalement donner pouvoir à votre acquéreur pour qu'il vienne vous représenter lors de l'Assemblée générale. Qui est le moteur, le chef d'orchestre, le directeur de projet dans un projet de rénovation pour suivre le projet, consulter, relancer, afin de réduire les délais et la perte de temps? Et moi, j'aurais tendance à dire que c'est justement toute la complexité d'un projet de rénovation énergétique en copropriété, c'est qu'il y a quand même plusieurs chefs d'orchestre et que s'il n'y a pas, de coordination entre ces différents intervenants, heu, c'est compliqué d'avancer. J'entends par là que le conseil syndical, par exemple, joue un rôle clé,
qui va souvent avoir une mission d'information, de communication auprès des copropriétaires. Mais il faut aussi que les prestataires soient compétents et comment dire, la capacité de suivre le projet et de pouvoir relancer, etc. Le syndic, évidemment, on l'a vu tout au long de ce webinaire, il a aussi son rôle à jouer sur beaucoup d'éléments. Donc j'aurais tendance à dire finalement que c'est très difficile de pointer un seul chef d'orchestre responsable de l'ensemble du projet. C'est vraiment l'imbrication de tous ces acteurs et leur engagement qui permet de faire avancer les choses. Tout à fait. C'est une symbiose, comme je disais au début aussi, hein, la symbiose syndic-conseil syndical est indispensable. Parce que si effectivement le syndic se retrouve tout seul sans CS derrière lui pour faire avancer l'architecte et les entreprises, ça peut parfois être compliqué. Si on a effectivement le CS avec nous et qui voient que les deux se soutiennent, euh, du coup ça leur met un peu plus de pression, ça permet d'avancer. De même, l'architecte, lui, ça va être le chef d'orchestre au niveau des entreprises. C'est lui qui organise les entreprises, qui les remet ensemble. Le CSPS qui va s'assurer de la coordination de sécurité donc, entre les entreprises. Vous avez pas mal de facteurs différents. Donc effectivement, c'est un peu, c'est un groupement de personnes qui font vraiment avancer votre projet. Donc, mais avec le leadership est vraiment entre principalement la copropriété via son conseil syndical et le syndic et l'architecte. Vous avez là les principaux leaderships avec des leaderships délégués comme le CSPS et ainsi de suite qui peuvent intervenir. À ce sujet également, l'AG peut-elle nommer un chef de projet? Euh, je pense qu'officieusement, vous pouvez en nommer un. Officiellement, je suis pas sûre que ce soit possible, monsieur le Montec. C'est parce que vous appelez chef de projet directement dans ce contexte-là, puisque normalement le donneur d'ordre officiel, c'est le syndic. Donc je pense que ce que vous appelez chef de projet indirectement, c'est effectivement le syndic lui-même, qui, juridiquement parlant, est le maître d'orchestre, le chef d'orchestre. Après, ça nous arrive d'avoir des conseils syndicaux délégués à tel ou tel poste aussi, qui viennent assister le syndic, mais je rappelle que de toute façon, le donneur d'ordre, c'est le syndic. C'est lui qui lance les travaux, c'est lui qui signe l'ordre de service, hein. Personne d'autre ne peut signer l'ordre de service que le syndic. Et c'est lui aussi qui va signer la réception définitive du chantier. Donc, dans votre optique, je dirais que le chef de projet, c'est effectivement le syndic. Alors, il y a également une question sur la demande de subvention pour la phase de maîtrise d'œuvre conception. Comment celle-ci peut-elle se faire avant la première AG alors que les devis ne sont pas envoyés et le financement n'a pas été étudié? Là-dessus, je peux peut-être vous répondre directement. En fait, c'est globalement le même fonctionnement que le chèque DTG. Vous avez deux options en tant que copropriété. Soit vous sélectionnez un devis de manière avec le conseil syndical, par exemple, mais sans encore l'avoir fait voter. Vous demandez la demande de subvention. Et si celle-ci est acceptée, vous la présentez en AG en précisant que la demande de subvention a été acceptée pour un devis en particulier. Soit vous présentez plusieurs devis en AG et celui qui est voté par la copropriété fait l'objet d'une demande de subvention. Donc en fait, pour la phase de maîtrise de conception, c'est globalement le même fonctionnement. C'est vous qui choisissez selon vos relations entre copropriétaires, votre mode de fonctionnement habituel. euh, voilà, parce que parfois, on a tendance à voter un devis et ensuite le soumettre à la l'APC, par exemple, se rendre compte que le devis qui a été voté en AG n'est pas éligible à une subvention, et ensuite il faut recommencer toute la démarche. Donc le mieux généralement, dans tous les cas, c'est de faire des demandes pour plusieurs devis et de nous les transmettre dans tous les cas, et ensuite vous décidez si soit vous faites la demande de subvention, puis vous votez le devis qui a été subventionné, ou si vous procédez d'une autre manière. Monsieur le Mantec, n'hésitez pas à compléter. Non, non, c'était bon. Existe-t-il une base de données des normes de résistance thermique et autres? C'est une bonne question à laquelle je n'aurai pas forcément de réponse. En Ouais. revanche, Je- pour les normes de résistance... Oui, pardon. Vous avez peut-être... Alors, non, j'ai pas d'informations là, c'est plus le côté architecte, effectivement, de voir avec votre architecte
et lui poser directement la question. Lui, il saura mieux nous répondre que nous, je pense, là-dessus. Oui. Mais effectivement, vous En avez revanche, aussi... Allez-y, je t'en prie. merci. En revanche, vous avez, pour, les demandes de subvention, vous avez certaines normes à respecter. Donc ça, c'est clairement défini dans les règlements des aides, normalement, et c'est là aussi que la maîtrise d'œuvre et l'assistance à maîtrise d'ouvrage technique ont leur rôle à jouer. C'est qu'ils vont pouvoir vérifier que toutes les normes de résistance thermique, hem, du projet respectent bien, ce qui est établi dans les règlements des aides. Tout à fait. Vous avez aussi le document technique unifié, le DTU, que doivent respecter les entreprises pour leurs travaux. Donc là, c'est à voir aussi. Donc c'est là où intervient l'architecte, c'est notamment dans le respect aussi du DTU par rapport aux normes qui ont été fixées. Il y a une question sur le maître d'œuvre. Est-ce que ce n'est pas d'abord la copropriété? Et et en réalité, non, la copropriété, c'est la maîtrise d'ouvrage, qui commande le chantier, qui commande le diagnostic. Le maître d'œuvre, la maîtrise d'œuvre, c'est, l'architecte et les bureaux d'études. Tout à fait. Pour information, il est 18h52, donc on va prendre encore quelques questions. Je rappelle également que vous avez toujours la plateforme Coach CoPro qui est accessible, sur laquelle, vous pouvez vous inscrire et qui est vraiment la porte d'entrée pour nous, pour pouvoir vous accompagner, notamment pour des questions RGPD. Il y a une question, sur l'inscription, des copropriétaires sur cette plateforme, parce que c'est vrai que c'est parfois difficile de motiver, heu, la copropriété à s'inscrire. Nous, on a vraiment besoin que vous vous inscriviez dessus pour des raisons de confidentialité de vos données, pour pouvoir, gérer au mieux les échanges avec la copropriété. Heu et c'est vraiment, comme je disais, la porte d'entrée pour qu'on puisse ensuite, vous conseiller, relire vos devis, vous mettre en relation avec, les bonnes personnes. Donc heu tout ça pour dire que, si votre question n'a pas trouvé de réponse encore pendant ce webinaire, parce qu'on ne peut pas répondre à tout, il ne faudra pas hésiter à s'inscrire sur Coach CoPro et à prendre contact avec, votre conseiller ou conseillère, qui pourra avoir, des éléments de réponse. Toujours. Pareil, n'hésitez pas non plus parfois à consulter aussi les syndics, hein, puisqu'on est là aussi pour pouvoir répondre à vos questions. Envoyer un mail ou autre sur les questions que vous pourriez potentiellement avoir. Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais, la présentation vous sera envoyée, après ce webinaire, donc dans les 15 prochains jours, normalement, et on vous a mis en annexe, déjà nos prochains rendez-vous et nos prochains événements. Mais aussi, quelques liens utiles, sur les différents éléments qu'on a abordés aujourd'hui et évidemment nos coordonnées. Donc, si vous avez, besoin de nous contacter, vous aurez tout ça à disposition dans les diapos qui vous seront envoyés. Bon, je lis quand même, quelques dernières questions avant de mettre fin au webinaire. Est-ce que tous les syndics sont formés? Alors, oui, de base, je vous rappelle que les forums de syndic, pour avoir notre carte professionnelle, on a l'obligation d'avoir fait des formations, donc, puisqu'on est renouvelé tous les 3 ans, donc on a un certain nombre d'heures qu'on a on a obligation de faire tous les 3 ans, effectivement, pour le renouvellement de notre carte. Donc les syndics ont des formations continues, notamment sur les travaux d'économie d'énergie. Ça fait partie un petit peu de nos chevaux de bataille. euh, dans le métier. Après, évidemment, donc vous avez plein de formations différentes qui sont nécessaires, hein, pour les syndics. Euh, Là, tout dépend des organismes de formation que chacun a directement, mais voilà. Oui, de base, un syndic est formé sur ces informations-là. Pas d'un point de vue technique, c'est très rare, hein, d'avoir un syndic architecte, mais oui, on a des formations. Il y a également une question sur, les référents Coach CoPro. Qui par le passé ont pu être désignés par arrondissement. C'est plus forcément le cas aujourd'hui, donc c'est important de vraiment se connecter sur Coach CoPro et de vérifier sur votre fiche copropriété quel est votre conseiller référent. Parce que donc moi, par exemple, je travaille prioritairement sur le 12e arrondissement, mais j'accompagne aussi des copropriétés sur d'autres arrondissements, donc d'où l'importance de bien vérifier, sur Coach CoPro directement. Monsieur Le Montec, vous aurez peut-être la réponse. Quelle est la responsabilité juridique du conseil syndical dans les décisions qui sont prises?
Est-ce Alors, qu'elle est existante? tout dépend. En fait, c'est ce qu'on disait, ce que je disais tout à l'heure. J'ai rappelé qu'il fallait un vote de l'Assemblée générale pour que le délégué ait une décision au conseil syndical. Donc, sans ce vote, le conseil syndical n'a pas de pouvoir décisionnel. C'est à la rigueur l'Assemblée générale principalement, potentiellement le syndic pour les travaux d'extrême urgence. Je rappelle aussi qu'il y a une assurance qui est prise pour les membres du conseil syndical, normalement dans les assurances de copropriété. Vous devez bien vérifier qu'il y a une assurance qui soit souscrite, que dans votre assurance de copropriété, vous ayez bien une assurance pour le conseil syndical par rapport aux décisions prises potentiellement dans le cadre des mandats qui leur ont été confiés. Donc voilà, donc potentiellement, oui, il peut y avoir recours contre le CS sur décisions qui leur ont été données par l'Assemblée générale, tout simplement. Ce qui n'empêche pas le conseil syndical de travailler en symbiose avec le syndic, de discuter sur les devis, etc. Et je rappelle que de toute façon, le donneur d'ordre final, c'est le syndic qui prend la responsabilité. Il reste beaucoup de questions, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de toutes les aborder. Donc, je voulais prendre le temps quand même de vous remercier pour votre présence, vos questions, votre écoute au cours de ce webinaire. Merci encore à Monsieur Le Mantec d'avoir accepté cette invitation et pour cette présentation. Et Mm. je vous invite évidemment à nous contacter Et pour qu'on merci. puisse répondre à vos questions. Merci pour l'invitation et merci à tous de votre patience et de votre écoute. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à tous, au revoir.